après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Joël Coutre qui représente le piano zinc. C'est le piano zinc ou piano zinc? Le piano zinc ou piano zinc, ça n'a pas tellement d'importance. Ok, c'est sur la lettre le piano dans l'annuaire. Les deux. Dans les deux. Le et piano zinc. Ah, c'est sur les deux. Ok. Bienvenue donc au programme franco-américain. Merci Annie. Et je voulais peut-être commencer par vous demander pourquoi vous commencez par choisir le nom le piano zinc. Parce que nous voulions chercher à trouver un nom spécial, non pas Français. Oui, français, mais pas chez quelqu'un ou le nom d'une ville ou d'une province. Ah par oui, exemple. comme chez Claude, etc. Il y a le Petit Zinc à Paris qui est assez connu et Ah bon? nous voulions donc trouver À Paris, vous dites qu'il y a le Petit Zinc? Oui, sur la rive gauche, Ah d'accord. rue de Bussy. Et alors, nous avons trouvé le piano zinc qui était assez intéressant parce que nous avions un piano auparavant et nous avions donc du jazz et puis des chanteuses de jazz pendant un Ça fait moment. combien de temps que vous êtes à San Francisco? Le restaurant, 4 ans et demi. 4 ans. 4 ans et demi. Et puis, nous avions donc, c'était un petit peu cabaret. Et nous avons stoppé ce genre de format à cause du tremblement de terre, parce que les affaires ont bien ralenti. Ah, et d'accord. nous avons changé en format pour Attirer plus de clientèle. Oui, c'est ça. Nous avons changé le menu. Le menu est beaucoup moins cher et nous avons des plats emportés. Alors, D'accord. au lieu d'avoir un piano, nous avons une vitrine réfrigérée et où nous avons placé... Mais c'est toujours un restaurant. Ah oui, bien sûr, c'est un restaurant. C'est-à-dire on peut toujours venir s'asseoir. Absolument. D'accord, donc c'est pas tout simplement un take-out. Ah non, non. D'accord. C'est Et vous êtes Jean resté. Brasserie. Ouais, d'accord. Et si ça recommence à aller bien, vous pourrez remettre le piano. Peut-être, mais enfin, je crois que ce format et ce style était assez nouveau à San Francisco. Oui. Au moins pour un restaurant français, pour des plats emportés, je veux dire. D'accord. Et c'est inspiré de. C'est-à-dire, c'est rare quand un restaurant fait les deux, hein, des plats emportés. Est-ce que c'est inspiré par un autre restaurant ici ou c'est Non, inspiré... en France, je suis allé en France l'année dernière, au mois de septembre, et beaucoup de restaurants dans toute la France font ça, oui. Ah, d'accord. Ils ont les plats emportés et le menu dans le restaurant. Donc, Ah d'accord, et donc d'ailleurs j'ai remarqué dans votre menu que les prix étaient très, très raisonnables. Oui, bien sûr. Oui. C'est pour la population en général, ce n'est pas C'est ça, que pour oui. les... Je crois que c'est très intéressant. Je crois que les gens dînent moins qu'avant, Voilà. ils restent plus à la maison et je crois que c'est une bonne idée de faire ces plats Votre emportés. menu est déjeuner ou dîner, c'est ça? Toute la journée, oui. Toute la Nous sommes journée. ouverts toute la journée de 11h du matin jusqu'à 23h. C'est-à-dire si quelqu'un veut manger à 4 heures, ils peuvent Absolument, toujours... prendre leur steak, pommes frites, D'accord. salade. Et donc, est-ce que votre restaurant peut se distinguer des autres restaurants? C'est-à-dire, je sais que vous êtes donc différent, que vous avez le take-out. À part ça, est-ce que vous avez dans vos plats quelque chose de différent des autres restaurants qui peut vous distinguer des autres? Qu'est-ce qui vous différencie à peu près? Nous avons changé un petit peu le menu, c'est-à-dire c'est moins élaboré, mais c'est beaucoup plus français, disons. Vous voulez dire que c'est tous les plats sont français, c'est ça? Ah oui, absolument, oui. D'accord. Ou la plupart, oui. Comme des coq au vin, sont venus au sobuco du lapin, des cassoulets. Et vous trouvez tous les ingrédients ici? Ah oui, la Californie est formidable. Ah bon, vous trouvez les coqs et les lapins, etc. Absolument, oui. Ah d'accord. Et il y a l'abondance de tous les ingrédients dont vous avez besoin, c'est ça? Absolument, oui. Ah, tant mieux. Et est-ce que ce format s'avère meilleur? Je crois que oui. D'accord. Je crois absolument que c'est une meilleure formule de ce qui se fait avant. Et quand les Américains vont manger dans un restaurant français, est-ce qu'ils demandent une certaine spécialité ou ils vous demandent à vous de les conseiller? C'est-à-dire, est-ce qu'ils choisissent un plat vers un autre? Ils connaissent bien déjà les plats français. Quelquefois on leur conseille, mais la plupart du temps, ils savent quoi commander. Ah d'accord, mais c'est-à-dire quand les Français viennent manger déjà, ils ont peut-être une idée de ce qu'ils veulent manger, mais les Américains peut-être se demandent ce que c'est ça? Est-ce que c'est difficile pour eux de faire un choix? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ils ont l'habitude de la cuisine française. Ok. Est-ce que c'est vrai que
c'est-à-dire vous êtes le propriétaire, c'est ça? Est-ce que vous êtes aussi, vous faites la cuisine aussi, non? Non, je ne fais pas la cuisine. D'accord, donc vous dirigez Mon associé est assez talentueux. Ah d'accord. Mais enfin, il est quand même tout seul. Enfin, il y a peut-être beaucoup de travail pour lui. Mais enfin, des fois, le owner aussi aide les chefs. Mais est-ce que c'est vrai que si quelqu'un est propriétaire d'un restaurant, est-ce que c'est vrai qu'ils doivent travailler 12 à 16 heures par jour? Ah oui, c'est vrai. Nous sommes obligés de faire. Donc c'est notre style de vie. C'est un travail donc presque à plein temps, plein temps, oui. 7 jours par semaine, 24 heures par 15 semaine. heures. Est-ce que ça vous permet d'avoir une vie privée, non? Pas trop. Enfin, de temps en temps, je prends des vacances. Et vous allez en France, je vais en c'est ça? France, oui. D'accord. Et est-ce que vous comptez peut-être reproduire ce style dans d'autres villes ou rester ici à San Francisco? Je ne sais pas encore, peut-être, je ne sais pas. Ok. Donc, je crois que le système des plats emportés est assez... je crois que je ferai plutôt des plats emportés plus tard que la restauration. D'accord. Et enfin, les plats emportés peuvent se réchauffer, c'est-à-dire c'est tout cuit, c'est ça? Ok, d'accord. Donc on va passer donc à Michel. Est-ce que vous pouvez, je vais peut-être lui demander ce qu'il a apporté. Donc il va nous préparer quelque chose typiquement de piano zinc, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de piano zinc qui est très spécial, que tout le monde devrait aller voir, enfin tout le monde devrait aller goûter? Oh, bien sûr, il a beaucoup de plats régionaux comme le cassoulet ou des confits de canard. Qui ne se trouvent pas dans d'autres restaurants français, c'est ça? Il y en a aussi, mais enfin il est assez spécialisé là-dedans. Ah bon, d'accord. Coq au vin ou des poissons, il est très très bon avec les poissons, je crois. Il travaille bien le poisson. Ah d'accord. Du lapin. Oui, d'accord. Ouais, j'ai jamais goûté du lapin. Je ne sais pas, c'est quelque chose de bon le lapin? C'est excellent quand même. D'accord. Bon, Monsieur Coutre, donc merci d'être venu représenter votre restaurant. Et donc je vais passer maintenant à Michel. Merci. Ok, merci. C'est bon. Ok. Donc nous avons maintenant avec nous Michel Laurent, qui est le chef de Piano Zinc. Et il nous a apporté ici quelques plats, mais étant donné qu'on est à la télévision, il va nous présenter, c'est une salade, c'est ça que vous allez nous présenter? Oui, c'est une salade niçoise. Alors, vous prenez un petit peu de salade régulière. Oui. Vous ajoutez une garniture d'œufs durs. Ensuite, un petit peu de... Mais il y a plusieurs sortes de laitue là-dedans, c'est ça? Oui, ce sont des baby mix. Ça se trouve partout? Oui, non. Celle-ci, il y en a à peu près 6 différentes. En plus, il y a aussi de la frisée et de la radicchio. Ah d'accord, ça se trouve pas ça? La Trévise, c'est de la Trévise en français. Ah d'accord, est-ce que ça se trouve? Oui, ici, ça se trouve dans les magasins? Ici. Oui, aussi. Oui, à Safeway, ils en ont beaucoup. Ah d'accord, tant mieux. Alors, donc ce sont tous des ingrédients qu'on peut trouver facilement? Oui, c'est très facile ici. Okay. Et quelques beaux poivrons rouges, ils sont très jolis. Oui. Ensuite, quelques tomates. Ouais, d'accord. Voilà. Alors, évidemment, le haricot vert. Oui, justement, ça c'est un ingrédient qui est rarement dans les salades américaines, donc ça c'est typiquement français peut-être? C'est typique de Nice. Hein. Ah d'accord, il met toujours du haricot vert. Ah d'accord. Oui, dans la salade niçoise toujours. Ensuite, quelques olives. Ce sont des niçoises aussi, des toutes petites olives. Vous voyez, hein? C'est fait maison aussi ou c'est non, elles viennent de Nice. Elles viennent de Nice, oui. Alors c'est importé. Oui. Et puis c'est un peu d'oignon, non? Oui, c'est pas obligé. J'en mets pour. En général, quand on a une belle grande assiette, on fait des petites garnitures, des petits dessins pour enjoliver encore un petit peu. Hein. Ok. Bon, puis. Ça c'est le dressing. C'est fait maison. On met un petit peu par-dessus, oui. C'est facile à faire? Oui, c'est un petit peu d'huile, de vinaigre, sel, poivre, moutarde. Moutarde. Et vous mélangez tout, c'est tout. C'est très simple. La moutarde simple? Moutarde de Dijon, oui, la moutarde très simple. D'accord. Voilà. Et après vous mettez le thon dessus, c'est ça? Alors après, on a un petit peu de thon, avec un petit peu quelques filets d'anchois aussi. Voilà, vous pouvez... Et puis vous posez le thon par-dessus. Voilà.
Et puis vous pouvez garnir avec un petit peu de persil, mais moi j'ai amené des petits daikon sprouts pour juste décorer. Ça s'appelle comment? Des daikon sprouts. D'accord. Et votre spécialité, c'est la cuisine du Sud? Oui. Vous êtes de Reims, c'est non, ça? je suis de Reims. Je fais un petit peu toutes les cuisines. Ah bon, d'accord. Vous avez donc appris au Sud? J'étais pendant 3 ans à l'école hôtelière de Paris. Ah, d'accord. Et j'ai travaillé au Maxime, au Normandie, à Deauville, enfin dans et beaucoup de... comment vous atterri ici à San Francisco? J'ai ouvert le Maxime à Chicago en 67. Vous aviez votre propre restaurant? Non, c'était pour Maxime de Paris. Maxime, le cabaret? Oui, et je devais aller à Tokyo aussi, puis finalement j'ai préféré la Californie. Ah oui, justement, on a un japonais ici. Et vous avez visité Tokyo, non? Non, je ne connais pas du tout. J'aimerais y aller. J'aimerais beaucoup y aller. Oui, parce qu'ils adorent la cuisine française là-bas. Oui. D'accord. Et justement, il y a un ami là qui m'a demandé au travail de vous demander qu'est-ce qui fait qu'un restaurant français est un super bon restaurant comparé à un restaurant qui n'est pas qui est assez banal. Ce sont les ingrédients. Qu'est-ce qui vous distingue des autres? Ce sont les ingrédients que vous achetez et la façon dont vous les travaillez ou vous les transformez. Oui. Un foie gras se travaille, se cuit que d'une seule façon. Une terrine de foie gras se cuit. J'en ai pas ici, ah non, mais ça c'est quoi? Ça c'est un pâté de foie de volaille. D'accord. Bon. Par exemple, si vous le faites ou si un autre chef le fait, ce sera différent goût, un goût différent. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que c'est votre style ou c'est vous qui ajoutez votre propre... Vous, quand vous travaillez avec les ingrédients, vous y mettez votre palais aussi, parce que mon goût... Oui. Ça ou un peu moins de ça. Oui, parce que mon goût est différent des autres chefs. On a tous... Est-ce que vous arrivez à reproduire le même chaque fois? En général, oui, parce qu'on pèse. Ah, d'accord. Les ingrédients sont mesurés. Pas au pif. Non, on fait pas au pif. Non, mais c'est-à-dire, vous mettez pas tout et puis vous goûtez. Non, mais c'est quand même très très proche parce que. Mais il y a une chose qui différencie, c'est que les foies de volaille ou le porc que l'on met dedans n'est pas toujours. Sont un petit peu différents. Hein. C'est selon comment l'animal ou la volaille ou le porc a été élevé. Est-ce que c'est vrai que parce que les Américains ont un peu peur pour leur cœur, ils ont réduit la consommation de ce genre de... Oui, un peu aussi. Parce qu'il y a trop de gras dedans, c'est ça? Oui. Ou est-ce que c'est possible de le faire avec moins de gras pour que ce soit plus sain? Oui, un petit peu. Mais le goût va changer, c'est ça? Oui, énormément. Ah, donc c'est le gras qui donne le goût? Oui, mais puisque tout le test, tout le goût de quelque chose est dans le gras. Ah ouais, c'est ça. Donc plus il y a de gras, plus on aime, et pourtant c'est pas bon. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut mettre peut-être un substitut, c'est ça? Oui, mais par exemple pour les viandes, on peut tricher avec des protéines pures comme le soja. Ah oui, et ça donne moins de goût, c'est ça? Oui, ça change un petit peu. Hein. D'accord. Et j'ai remarqué que vous avez porté beaucoup de ragoûts. Est-ce que ça c'est surtout les dîners? Toute la journée, le lunch, le midi, le soir. Par exemple, ici j'ai un coq au vin avec des fettuccini. Oui. Il y a beaucoup de sauce dedans parce que quand les gens viennent acheter, pour qu'ils puissent le réchauffer à la maison, il faut qu'il y ait du jus. Il faut qu'il y ait du jus, autrement ce sera trop sec. Alors, ça c'est des champignons, oui, c'est des champignons de Paris. D'accord. Et qu'on a trouvé ici très facilement. D'accord. Et donc ça a l'air d'être. Alors ça c'est un ossobuco. Non, le cassoulet, je veux dire. Ouais. Alors dans le cassoulet, je mets aussi j'ai une cuisse de canard confite que nous faisons nous-mêmes. J'ai un petit morceau de jarret de porc fumé que nous faisons nous-mêmes. Un petit bout de saucisse, j'ai 2 sortes de saucisses dedans. D'accord. Et puis les haricots. Les haricots que je mélange avec haricots blancs et flageolets ensemble. Et un petit peu de oignons et tomates. Il y a de l'ail, non? Un tout petit peu. Un tout petit peu, ok. Très, très peu. Et ici j'ai l'ossobuco. Oui. Que je sers aussi avec des fettuccini et donc avec des petits raisins, un petit peu de brunoise d'orange, de citron. C'est cuit avec un petit peu de vin blanc. Et c'est quoi? Et quel genre de viande? C'est le jarret de veau. Ah, c'est du veau, ok. Oui.
Mais comment ça se fait des raisins? C'est doux, non? Oui, c'est la recette qui... C'est une recette quoi, parisienne, française? Oui, moi j'ai appris ça à Paris. À Paris? Oui. Okay. Oui. Alors, et la dernière, ici, là j'ai un petit lapin chasseur avec des champignons, un peu d'oignons, que je sers avec un petit peu de riz, mais on peut le servir aussi avec des pâtes ou d'accord. un petit Ça peu peut être de purée. Oui, la base peut être autre chose, oui, c'est ça? Oui. Ok, donc ça, ce sont des plats qui sont très couramment demandés. Qui sont ça? très demandés chez nous. On en vend énormément. Bon, ce sont des échantillons que j'ai amenés. Ici, j'ai une cuisse en confit de canard, qui est délicieux entre parenthèses. Ah bon, d'accord. On en vend beaucoup de ça. D'accord, ça se vend avec une salade, non? Oui, je la vends comme ça, avec une salade. Et puis, on peut aussi la vendre avec quelques petites pommes sautées à l'ail autour. Ah, comme à Toulouse ou à Montauban. Et ça se vend donc pendant 12 heures par jour, de 10 heures du matin à 11 heures du soir? Oui, de 11 heures du matin à 11 heures du soir. Et où vous êtes? C'est-à-dire sur quelle rue? La 14e rue. Donc vous n'êtes pas loin d'ici, c'est ça? Non, très proche, oui. On est à 7 ou 8 blocs. Ok, c'est la 14e et Church. Ok. Ouais, Church Market et la 14e. Ah, vous êtes tout près. Voilà. D'accord, bon ben merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous voulez nous peut-être révéler un de vos secrets? Peut-être pour la salade ou bien pour le pâté? Il y a une chose que j'ai oublié d'amener ici, c'est une crème brûlée que j'aurais voulu vous faire goûter. Mais... Et c'est une crème, hein? Bon ben d'accord, vous pouvez m'inviter, je ne sais pas. Bien sûr. Ok, bon, et parce que je remarque que ça c'est une spécialité tout à fait française. Est-ce que c'est facile à faire chez soi? Non. C'est difficile? Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs genres qu'on appelle de foie là-dedans? Non, il n'y a qu'un seul foie. Il y a qu'un seul. Le pâté foie, je ne le fais qu'avec le foie de volaille. Ben, c'est la façon de hacher très fin et de faire le mélange de la texture par elle-même. Disons, il y a des foies de chicken là-dedans. Oui, c'est ça. Oui. Et pourquoi est-ce que c'est difficile à faire? Il y a quand même un coup de main pour monter l'appareil. D'accord. C'est ça qui est. C'est fait avec électriquement. Oui. Et après, après on le moule. Après, il y a dans une terrine, il y a à peu près 2 jaunes d'œufs. D'accord. Et puis des épices, oui, sel, poivre, cognac. Cognac, c'est brandy. L'alcool, brandy. Ok. Ouais, et après? Et puis mélanger avec du gras de porc. Et on blende tout dans la machine jusqu'à temps que ça forme une pâte. Ah, d'accord. Et tant que cette pâte n'est pas prise par elle-même, votre pâté, à la cuisson, liquide. Voilà, il se décomposera. Et ça se cuise. Et ça se poche dans un bain-marie, très doucement. Le plus doucement possible, le mieux ce sera. Au bain-marie, au four. Ah, d'accord. Ouais. Et l'autre c'est un country pâté, c'est un pâté de campagne. Ouais. Qui est... c'est du foie d'un autre animal, c'est ça, parce qu'il est plus foncé? Non, c'est aussi du foie de chicken? Ouais, j'en mets un petit peu, petit peu de foie de volaille dedans, mais en général c'est une farce de porc. Le country pâté, c'est une farce de porc qui est mélangée. Mais c'est de la viande alors? Oui. C'est de la viande de porc mélangée avec du... En général, pour faire le country pâté, j'utilise du pork butt, des morceaux de collier ou d'épaule. Ah, d'accord. Et vous mélangez ça avec du Je le passe au grandeur, je mélange un petit peu de foie avec, je le passe au grandeur et je fais une purée. On aperçoit les petits morceaux de viande dedans. D'accord. Mais parce que les gens achètent ça et le font rarement chez eux. C'est pour ça que je vous demande si c'est quelque chose qui est vraiment professionnel ou c'est quelque chose que les gens peuvent faire chez eux. Non, je pense que c'est vraiment professionnel parce que c'est très difficile. Il faut une certaine technique. Oui. Et c'est très difficile. Oui. Et est-ce que les épices sont différentes dans l'autre? Non, sel, poivre. C'est sel, poivre et le cognac, c'est ça? Oui. D'accord. Et de l'ail, non? Une pincée. Une pincée. Oh, j'ai deviné, je vous ai attrapé là-dedans. Ok, donc tout a l'air très sain. Peut-être réduire un peu le gras, mais je pense que la salade a l'air très saine. Michel, merci beaucoup d'être venu. J'espère qu'on va goûter ça. Je suis sûre que c'est très bon. Donc, c'est le Piano Zinc ici à San Francisco. C'est sur la 14e rue et Church. Merci encore. Je vous en prie. I didn't know you could put THC in a souffle, but it's quite tasty. You got to eat the drugs because you can't do drugs in parked cars anymore. Did you know this? Not in the hay, not today. There's a parking crisis in the hay today. You can't sit in your car for more than a minute without somebody driving up to you, rolling down the window,
see. Now, let me ask, anybody here go to Catholic school? Raise your hand if you still can. Yeah. Now, I don't know about you, but I would rather face the CIA than a pissed off nun. What is the war on drugs, which was started by Nancy Reagan? She's the kingpin of the war on drugs. She started it all with her Just Say No campaign, and I know how she got the idea for Just Say No. If I had to fuck Ronald Reagan, that's what I'd say. Oh, but our president, George Bush and Dan Quayle and Bush, Wild Kingdom on acid, they're real happy. They're real happy about Nicaragua right now because Nicaragua has the most democratic election that money can buy. Speaking of free elections, this November, we get to choose between Pete Wilson and Dianne Feinstein. Oh yeah, these two people are different as night and evening. But this might be the year we get rid of Jesse Helms in North Carolina, and I think that's a good thing. Because this dude's going too far. He's trying to become an art entrepreneur now. He's trying to cut funding for the National Endowment of the Arts, trying to stop any artist he thinks is subversive. And he has worse plans. He wants to arrange a federal grant for hee-haw. So this is why I go to all the arts now. I went to the symphony in San Francisco. Any classical music people here? Oh, classical music, yeah. I tell you, I was really impressed, not just by the music, but by the musicians. Because here are excellent musicians who could have gone into rock and roll. They're that good. But they made a sacrifice. They decided classical music is the way. And you know, they're not going to get on MTV. They're not going to have the fame. And they're not going to have groupies. Because you never see groupies at the symphony, do you? You never see elegant women in evening gowns waltzing in front of the speaker. Yoo-hoo, you with the oboe. I like music. We got a lot of dancers out here, huh? Got a lot of Lambada lovers. I know about Lambada because I saw both movies. Lambada and Lambada, the Forbidden Dance. No. It seems kind of unfair. Here's one dance that gets two movies. And there have been so many dances through time that never had a movie to acknowledge them. And those could have been good movies about dance. Think of it. Polka, the Aryan Love Jig. We got a lot of good dancers in show business. We got Ongayo Bilom and MC Hammer. Anybody? MC Hammer Time? Don't hurt him. It's Hammer Time. He's got can't touch this. You know that one? Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Like he's wearing those Turkish pants. You see those pants he's wearing in the video? The pants go down to his knees. Can't touch this. Hey, MC, I can't touch it. I can't find it. Okay? I can find it though. Michael Jackson is out of the hospital. Michael Jackson, with us again, yes, Michael. It was in the Chronicle, the story, what happened with Michael Jackson. Apparently, he was in the hospital from a bruised rib that was inflamed. Now listen, he got really bad chest pain. He was trying to call out for help. He was rehearsing, he was always going, People thought, nice lyric, Michael. But what happened was that he hurt himself, and this is according to the Chronicle, in a 2-hour rigorous solo dance rehearsal in his bedroom. Yeah, Michael, you call it dancing, I call it something else. Sometimes I feel like Gloria Estefan when I dance. I'm very similar to Gloria Estefan. We're both Hispanic and neither of us can dance too good. You seen her on MTV doing that little Gloria step to one side? 1, 2, 3, 4. Tell me that you love me, baby. And then she can't do that same step to the other side of the stage. She's got her 5, 6, 7, 8. Is Madonna here yet? She might drop by. Madonna.
for a couple of years in Burbank, you know, Pete Sajak, he's got to go back on the air and do Wheel of Fortune night after night with the whole world watching, waiting for him to crack. And it's happening. Pat Sajak, he's getting really cranky with the contestants. I heard him tell this contestant, just solve the puzzle, stupid. I don't blame him either, really, because those contestants, you know, they get really close and then they don't try. They don't go that extra distance. You know, Mary had a little lard. I like to get on an easy talk show, one I could win. You know, like Putting on the Hits, where you dress up like rock stars, lip sync to their records, and get graded on originality. Anybody watch Love Connection? Yeah. A lot of gay people watch Love Connection. Makes us feel better about our choices. I like to watch Love Connection for the commercials. I saw this commercial on Love Connection. It was for Baby Fresh scented deodorant tampons. Who asked for this? What is the objective with these? Hey, hon, what's that perfume you're wearing? Oh, that's my tampon. Hey, let me ask you this. If a kid, you know, 8 or 9, goes to a restaurant, orders a meal, eats the meal, do you think the kid has to leave a tip? You think so? No, some people don't, right. Because when I was 8 years old, my parents told me tipping is not expected of a child. Then they'd leave me with a check. A lot of restaurants around here are for, you know, animal rights. Animal rights people here? Yeah. A friend of mine, really heavy into animal rights. We were watching TV the other day. She started getting really angry because too many of the actors were wearing the fur of endangered species. We were watching the Flintstones, and I thought, hey, it's Wilma, she's a sister, let her go. But sometimes you go to restaurants, and like Zuni's, you ever go to Zuni's, very politically correct, cha-cha-chas, they tell you a little bit more about the meal than you want to know. Good evening, my name is Zeldo. I'll be your wait person tonight. Tonight's special is wood-roasted free-range chicken. Your chicken's name will be Maurice. Maurice was raised in a loving environment. As a chick, he roamed the misty meadows and lush pastures at will, enjoying supervised activities such as golf and Pictionary. Maurice was fed only the finest of old brand and imported crickets, and he dreamed of visiting India and someday being a circus performer, but when he reached 5 pounds, we cut his head off. Maurice is survived by his wife Henrietta, 2 eggs, and tonight he'll be served on a bed of wilted arugula with red bechamel sauce. Bon appetit! Thank you, and Gaia, for putting me on the stage. Thank you, Haight Ashbury! Fight the power! Fight the power! And Margaret Domas, thank you very much!
Ok, nous avons donc maintenant avec nous Vincent, Ingrid et Dominique, c'est ça? Marie-Dominique qui arrive justement de France aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, je demande aux gens qui arrivent de France des nouvelles de France. Vincent, bienvenue en Amérique et au programme. Merci beaucoup. Et Ingrid aussi et merci. Dominique. Merci. Je vais peut-être commencer par Vincent, étant donné que je le connais personnellement. Vincent, lorsque tu étais donc en France la semaine dernière, est-ce qu'il se passait quelque chose d'assez noticeable? Qu'est-ce qui se passait quelque chose d'important en France? Je peux commencer par vous parler de sport avec les internationaux de Roland-Garros. Ah, vous voulez parler de sport, d'accord. Un petit peu, oui, je pense que c'est intéressant de savoir quelle section de sport? Le tennis. Le tennis, ok. C'est un tournoi du Grand Chelem. Ouais. Et une fois de plus, les Français ont été très mauvais. Mais alors, pourquoi voulez-vous l'annoncer? Parce que je pense que c'est bien de savoir. Bon, je pense que tous les Français qui sont à San Francisco savent qui a gagné. Ah d'accord, et qui a gagné? Alors en finale homme, c'est Gomez-Agassi. Oui. Et c'est Gomez qui a gagné. D'accord, et donc de quel pays? Gomez, équatorien. Ah d'accord. De l'Équateur. D'accord. Et en femme, c'est... Vous voulez dire les adultes? Oui, une compétition adulte, pas les teenagers. Non, c'est les internationaux de France. Vous avez le simple homme, simple femme et le double. Donc en simple homme, c'est l'équatorien Gomez qui a gagné. Et en simple femme, c'est la jeune Monica Seles qui a 14 ans, qui est yougoslave et qui a battu Steffi Graf. Comment ça se fait qu'elle fait une compétition contre des adultes à 14 ans? Si vous voulez, ce qui compte, c'est leur classement à l'ATP, qui est le classement officiel des joueuses et des joueurs au niveau mondial. Donc l'âge importe peu. Donc si une personne est très forte à 13-14 ans, elle peut affronter des adultes 19-20 ans. D'accord, et donc il paraît qu'elle a gagné $1 million, c'est ça? Elle a gagné, oui, moi ce que j'ai entendu, c'était 180 millions. 180 millions francs? Francs français. Ah bon, d'accord. Ah, d'accord. Il paraît, 220 millions pour le vainqueur homme, et pour les femmes, ça doit être 150 millions. Vous pensez que c'est bien qu'une enfant de 14 ans ait tant d'argent? Je pense que... elle n'a plus besoin d'aller à l'école avec tant d'argent. Elle va plus, enfin, elle a pu faire des cours privés, c'est ça? Je sais pas, mais sûrement. Qu'elle gagne autant d'argent à 14 ans ou à 20 ans, si elle a un talent, elle l'exploite, et je pense que c'est bien pour elle, mais je sais pas si toute sa vie elle pourra jouer au tennis. Et elle arrêtera à 25 si tu gagnais $1 million, ou bien quand tu dis 180 millions de francs, est-ce que tu continuerais d'étudier? Je pense, j'essaierai de me lancer dans les affaires. Ouais. Peut-être, pourquoi pas devenir aux États-Unis. Et qu'est-ce que tu ferais avec cet argent? J'essaierai de monter un journal, sûrement. Un journal? Tu veux être dans le journalisme? Peut-être pas dans... Oui, un petit peu, enfin surtout dans la presse, dans le secteur de la presse. Parce que je sais que tu vas aller à l'école Initiative Export, c'est ça? À l'université, on travaille avec un organisme qui s'appelle Initiative Export, qui est avec nous et qui nous couvre un peu pour nos missions export. C'est-à-dire qu'on représente des sociétés françaises aux États-Unis et eux sont... Est-ce que vous allez représenter donc un journal, si c'est votre intérêt? Moi j'ai une mission export à faire pour une société de services qui travaille dans la presse, qui s'occupe de toute la promotion sur les points de vente aux États-Unis. C'est-à-dire dans les marchands de journaux. Qui vend les journaux ici? Non, pas ici en France, mais moi je voudrais voir comment ça fonctionne aux États-Unis. Pour qu'ils puissent peut-être venir ici? Peut-être adapter des idées américaines en France. Pouvoir proposer ces idées et cette promotion aux éditeurs français. Étant donné que vous aimez le journalisme, pourquoi est-ce que Initiative Export vous a intéressé? Si vous voulez, on travaille avec tous les étudiants, travaillent avec Initiative Export. C'est notre intermédiaire. Et vous choisissez le produit que vous voulez représenter? Nous, on choisit notre société, on choisit la mission qu'on veut faire. Et ensuite, on s'adresse à Mission Export. Oui, mais après l'école, ce sera plus le journalisme pour vous? Je fais d'autres petits boulots à côté de l'école et c'est pas le journalisme, c'est dans la presse. Dans la presse. Donc ça peut être dans le business tout en étant dans la presse. Ça peut être dans le commerce, ça peut être dans la distribution, mais toujours de journaux. Ça peut être dans la presse écrite, dans la presse parlée ou la télé. Donc toi, ton rôle, c'est de trouver des techniques de promotion. Voilà, tout à fait. Pour toutes ces agences de presse, c'est ça? Voilà, trouver des techniques de promotion qui pourraient s'adapter en France. D'accord. Et également un point important, promotion pour les journaux ou pour les journaux. Les petits, ce qu'on appelle PLV, promotion sur lieu de vente. Mais pourquoi, justement, en parlant de journaux, pourquoi qu'en France, est-ce qu'on n'envoie pas le journal chez les gens, chez eux? Il y a une technique qui se développe beaucoup en France, ça s'appelle le portage. C'est-à-dire que les gens maintenant, pour le Figaro, peuvent recevoir chez eux? Les gens viennent le mettre sur le pas de la porte tous les matins. Et
ça représente une bonne part de Le marché. Figaro a commencé à faire ça. Ouais, c'est Figaro qui a lancé ça. Eh ben, c'est bien. Qui est vraiment. Il est temps parce que la plupart des Français ne savent pas ce qui se passe parce qu'ils n'achètent jamais le journal. Là, il y a beaucoup beaucoup d'abonnements, il y a Surtout le portage pour les Français, je pense qu'ils aiment bien aller chez leur marchand de journaux, comme s'ils allaient chez le d'accord, boulanger. mais pour les gens par exemple qui sont chez eux qui sortent pas, c'est embêtant. C'est vrai, c'est sûr. Pour les malades. Mais le portage se développe de plus en plus. Ah, tant mieux. Et là aussi, je vais essayer de voir ce qui se passe aux États-Unis. De faire quelque chose. Ah oui, je vais vous donner quelques trucs pour ça. D'accord, on va passer donc à Ingrid. Ingrid, tu es française aussi, c'est ça? Oui, moi aussi je suis française, bien que j'ai un prénom suédois. Oui, c'est peut-être un prénom qui vient de ta famille, c'est ça? Enfin, ton père, ta mère? Oui, c'est ça, suédois, oui. D'accord. Et tes parents, donc, tu es de France, c'est ça? Ah oui, j'habite en France depuis toujours. Depuis toujours, voilà. d'accord. Donc, on peut t'appeler française, c'est ça? Comment? Tu es française. Bon, alors toi, par exemple, j'espère que tu ne vas pas nous parler de sport. Enfin, le sport, c'est intéressant. Est-ce qu'il se passait quelque chose en France lorsque tu étais là cette semaine? Oui, en ce moment, il y a un gros problème, c'est un problème de l'immigration en France. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une saturation et donc il y a de gros problèmes sociaux et politiques en France. Je pense que c'est la chose majeure qu'on peut retenir en ce qui concerne Et tu veux dire que les informations. Français ne veulent plus d'immigration, c'est ça? Déjà, il y a eu beaucoup de restrictions depuis 1970 en ce qui concerne l'immigration. D'accord. Mais là, en ce moment, il y a un surplus. Alors, on ne peut pas parler de surplus au niveau de facteurs... Non, mais c'est-à-dire, tu veux dire qu'il y a... Psychologiquement, il y a un seuil qui a été dépassé. D'accord. Donc, il y a beaucoup de mouvances au niveau politique, par exemple, avec l'apparition du Front National qui a Et qui beaucoup est de plus en contre? plus Enfin, qui est d'audience. contre? Mais en fait, les gens qui sont en opposition par rapport au Front National, c'est surtout les socialistes. Ils sont contre l'immigration? Non, contre l'immigration. Ah non, excusez-moi, c'est... Le Front National. Le Front National. Qui est contre Avec Jean-Marie l'immigration Le et Pen. qui axe toute leur politique sur justement cette peur des Français d'être envahis par des étrangers. Voilà. D'accord. Donc, dernières élections présidentielles, ils ont eu 11% des voix. 11% des voix. C'est un mouvement qui arrive en force et qui joue sur des problèmes comme l'immigration, comme le sida aussi. Et ils axent Qu'est-ce leur que politique ça veut rien dire, on se voit? Il faut m'expliquer qu'est-ce que c'est, on se voit. 11% de la Ah, population 11%. a voté pour Le Pen. Donc c'est énorme quand même, 11% de la population. 11%, donc Aux c'est à peu élections. près, Il y a voyons, 5 millions. Non, il y a 56 millions de personnes en France, Oui. mais il n'y en a pas plus de 45% qui vont voter. Il y a beaucoup de gens qui vont Donc 2 voter millions blanc, sont qui- contre l'immigration, c'est ça? Oui, à mais peu près. c'est souvent des couches sociales assez défavorisées parce que Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur qu'on leur prenne leur emploi? C'est surtout ça? Non, en fait, souvent on a posé justement La question. emploi, immigré, Mhm. etc. Non, en fait, c'est pas ça, c'est plutôt au niveau social et au niveau des comportements culturels parce qu'il y a vraiment beaucoup de différences, surtout avec, par exemple, toute la population qui vient d'Afrique. C'est-à-dire que la population, style les Italiens, les Polonais, Ils n'aiment pas du tout leur comportement, c'est ça? les Espagnols sont totalement intégrés, Oui. comme la population nippone. Oui, Je crois que c'est ça. oui, je c'est peux ça, employer oui, ce terme. oui, c'est exactement le terme. Et On manque de place. maintenant, il y a un problème avec toutes les populations islamiques. D'accord. C'est-à-dire que les civilisations sont très très différentes, surtout avec le problème des religions, musulmanes, Ouais, etc. il faut vraiment s'intégrer et s'adapter à la culture française. Chacun c'est ça? se rejette un peu Oui. Oui, vous voulez rester assez français, vous voulez pas... Pas vraiment, mais par exemple, on ne se ressent pas la même chose aux États-Unis en ce qui concerne le racisme et les approches entre les différentes races. Parce qu'en France, il y a systématiquement une tension et on ressent surtout ça dans les grandes villes. Oui, telles que c'est Paris. surtout parce qu'il y a moins de gens aussi. Enfin, ici, c'est 240 millions, en France, c'est 55 millions. Oui. Donc, il y a un peu moins Oui, mais on peut pas et il y a un peu moins de place aussi en France. C'est-à-dire ici, Oui, il y a beaucoup plus de Il y a une place. densité et puis il y a un niveau de vie qui est encore inférieur à la Californie parce que là, on est vraiment épaté par Par le L'abondance. monde. l'abondance et L'abondance le de niveau biens. de vie qu'on peut trouver ici. Ah bon, vous trouvez qu'ici, le niveau Ah est oui. plus élevé? Complètement. À Paris, par exemple, pour trouver un appartement, c'est très difficile. On met 3 mois et encore on trouve un appartement pas très chouette et très cher, alors qu'ici, bon, Vous avez vite trouvé. on a très facilement trouvé. C'est peut-être grâce à Dominique, c'est toi qui as trouvé l'endroit. c'est Oui, ça? j'ai trouvé l'endroit un peu par hasard. Je me promenais dans San Francisco et Vous êtes je suis passé rentrée là-dedans dans un et vous ont dit dans un oui. immeuble et il n'y a pas de problème. Et les prix étaient tout à fait abordables pour tout ce qu'on comme nous... étudiante, c'est ça? Voilà. Ok. Pour les services qu'on nous offrait en plus dans cet immeuble, c'était Ah, assez épatant pour nous arrivant de Paris. Et tu es arrivée quand? Je suis arrivée samedi dernier. Donc Ah il y a d'accord, et maintenant donc une en moins semaine. d'une semaine, tu as trouvé un endroit. Oui, en 3 jours. Ah d'accord. En 3 jours, donc c'est assez formidable. Bon, et alors donc tu étais la semaine dernière à Paris, c'est ça? Oui, c'est ça.
J'étais la semaine dernière à Paris, enfin j'ai passé un peu de temps à Lyon, je suis remontée sur Paris. Tu es de Paris? Je suis originaire de Lyon. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passait peut-être dans ta région? Dans ma région, le plus gros problème, c'était toujours le problème aussi de l'immigration. Ah, d'accord. Donc, c'est un problème assez national, pas que Paris. Ouais. Ah oui, tout à fait, c'est un problème national actuellement. Oui. Actuellement, il y a un problème avec, on appelle ça l'affaire Carpentras. Carpentras, c'est un village qui est au sud de la France et il y a environ 3 semaines, une tombe juive a été profanée. Oui, mais les Juifs et l'immigration, quelle est la connexion? Excusez-moi. Tous les soupçons à l'origine ont été portés sur le Front National. Donc le Front National représente, comme on vient d'en parler, ils sont contre l'immigration. D'accord. Et donc on a mélangé un peu toute l'affaire parce qu'on ne sait absolument pas qui a profané ces tombes. Mais tous les premiers soupçons ont été portés sur le Front National. Oui, mais c'est deux problèmes différents. C'est-à-dire la justement, des tombes et puis tout d'un coup, c'est un problème qui a émergé, c'est oui, ça? c'est deux problèmes tout à fait différents. Et maintenant, ils sont en train de tout mélanger. Oui, parce qu'on ne sait pas du tout, les enquêteurs ne savent pas du tout d'où ça vient. Donc, ils ne savent pas si c'est un problème islamique ou si c'est un problème d'immigration. Enfin, le problème là, des tombes, c'était un problème, disons, antisémitique. Donc, antisémitique, voilà. tout à fait. Et après, le problème d'immigration, c'est un problème tout à fait différent, c'est ça? Oui, ça peut être... Enfin, ça peut faire partie. C'est un problème antisémitique. Oui. C'est ce que l'on pense. Oui. Mais le fait qu'on reporte tous les soupçons sur Jean-Marie Le Pen, qui fait partie du Front National, ça peut être la même chose. Mélange un peu enfin, il est peut-être contre le juif aussi, c'est ça? Ah oui, il est contre les juifs. Il veut une France française. Voilà. Oui, la France française. Une Europe européenne. Non, mais il veut une France catholique, alors. Non, pas vraiment. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion catholique, mais il est très conservateur. Bon, il essaye de le cacher. En fait, c'est difficile de parler de politique aussi. Non, mais pourquoi attaquer une tombe juive? Actuellement, pourquoi ne pas attaquer une tombe arabe? C'est peut-être un problème politique. Oui, ça aurait pu être n'importe quoi. Et c'est trouvé que ça soit une... Mais il faut dire. Alors, c'est pour ça que ça a touché les juifs beaucoup. Ah oui, ça a énormément touché les juifs. C'est plus un problème politique qu'un problème. C'est devenu un problème politique. D'ailleurs, il y a eu une grande marche qui a été organisée par un organisme qui s'appelle SOS Racisme et d'autres qui se sont ralliés à tout ça, qui n'étaient pas d'accord. Ils existent toujours, les SOS Racisme. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés à cette manifestation. Il y avait beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de députés. Donc c'était, disons, les deux, c'était contre l'immigration et contre les juifs. C'était les deux? Non, il faut dire aussi que ça s'est passé en même temps. Le 8 mai, c'est la commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui. Et ça s'est passé 2 jours plus tard. Donc il y a quand même... on ne sait pas si c'était voulu ou pas. Mais on peut toujours faire la relation aussi. Ouais, enfin ici aussi, il y a des nazis. Enfin, mais ils sont tellement minoritaires. C'est-à-dire il y a peut-être 100 sur 1 million, donc on les ignore, quoi. En France, ils sont ignorés aussi. Oui, ils sont ignorés, ils sont de plus en plus mis en valeur maintenant, quand même. Il y a un Disons qu'ils font quelque chose qui est... Il y a un courant extrémiste en ce moment qui vient de l'Europe du Nord, de la Belgique et d'Allemagne. Ah d'accord, et qui sont contre, il y a beaucoup de nazis là-bas, c'est ça? Oui, et puis il y a en même temps comment on les appelle dans les stades? Ah, les hooligans. Les hooligans. Il y a un mouvement hooligans. Ah oui, j'ai entendu. C'est la violence, c'est des gens qui représentent la violence dans le stade, c'est-à-dire qu'ils vont au stade pour se battre avec des gens qui sont pas du tout comme eux, qui sont pas du tout d'accord. Et alors ils provoquent les gens. Voilà, à Paris par exemple, vous avez une équipe qui est le Paris Saint-Germain, qui est l'équipe de la capitale, et ils ont une troupe de hooligans qui vient systématiquement à tous les matchs pour se bagarrer, provoquer les autres supporters. Oui, mais bon, ils peuvent se faire aussi, ils peuvent se faire descendre s'ils attaquent quelqu'un de plus grand qu'eux, je ne sais pas. Oui, mais ils sont beaucoup, parce qu'ils sont chez eux, ils sont dans le Parc des Princes, c'est le plus grand stade de Paris. Vous connaissez, non? Oui, je connais, c'est un grand parc. Ouais. Donc on a tendance à rapprocher le hooliganisme avec les gens du Front National, parce que généralement c'est un peu mêlé. En fait, dès qu'il y a un problème de racisme, le Front National s'en mêle et tout de suite... Quand vous dites le Front National, c'est des gens qui représentent extrémistes, c'est le mouvement extrémiste de droite. C'est l'extrême droite. Voilà, ça s'appelle le Front National. Le Front National. Et son leader, c'est Jean-Marie Le Pen. Et ce qui se passe actuellement, c'est que tous les partis politiques, ça sème un peu la panique en France dans les mouvements politiques, parce que les gens se liguent ensemble, donc la droite et la gauche se liguent ensemble contre le mouvement, justement, ce mouvement d'extrême droite. Et donc, dans les partis politiques, il y a des problèmes. Par exemple, actuellement, au RPR, il y a des problèmes parce que certaines personnes du RPR ont dit « nous allons voter contre le Front National, donc pour les socialistes ».
pour les socialistes. Mais le Front alors qu'ils National est pourraient se représenté tenir. dans... Oui, en oui, France, oui, c'est-à-dire le Front dans- National est représenté en France et donc C'est combien il a de- eu 11%, c'est ce fameux Front National. Donc il y a des représentants, disons, dans le... Dans la France Partout, entière. dans les mairies, Dans les congrès, partout. oui. au Sénat, à l'Assemblée nationale. Ils sont À l'Assemblée représentés. nationale, Ah oui, bien il sûr. en reste qu'une. Ouais. Il en reste qu'une, parce que Jean-Marie Le Pen, je crois qu'il y était, il n'y est plus. Mais il reste une Mais seule. il va se faire assassiner peut-être. Non, Non, il y a déjà non, ses il est- collaborateurs, enfin celui, C'est le une penseur du publicité. mouvement qui a Ah, été, d'accord, ouais. qui a été assassiné. Et il a quand même Sur pas mal de Tirbois. support, c'est ça ce qui est embêtant. Oui, c'est ça oui, l'ennui c'est qu'il a énormément de support, il a de plus en plus de support. Et dès qu'il y a un problème, on met tous les flashs Il sur est lui très si vous voulez. médiatique, c'est quelqu'un de très Il est médiatique. très très fort. Et un autre point assez important, c'est qu'il y a quelqu'un qui se mobilise beaucoup en France pour briser ce mouvement. C'est un homme d'affaires très puissant qui s'appelle Bernard Tapie. Ouais, j'ai entendu parler de lui. Ouais. Et lui, Et alors il va il est aussi extrémiste. Non, lui, il est Non, contre au contraire. Jean-Marie Le Pen et il Ah, essaye absolument d'accord. de le briser, et de briser son mouvement. Et là, il va monter quelque chose qui s'appelle le Forum des citoyens, Oui. et où Comme tous les vous. gens, où tous les gens qui seront contre le Front National Ouais. vont s'allier pour justement descendre, comme vous dites, le Front National. Ouais, mais C'est- c'est possible. Et il s'est Mais il donné, va essayer. il s'est donné 6 mois, Non, à 2 ans. 2 ans, il s'est donné pour 2 ans réussir. pour Oui, réussir mais à... laissez-le faire. C'est 11%, c'est rien. C'est un bâtiment. Mais pour 11% vous, c'est c'est rien, rien, mais oui, pour pour nous, nous c'est c'est beaucoup. énormément. Parce que vous êtes contre. Non, non, contre parce le Front que National. les clair. dernières présidentielles, le Front National faisait 6%. Ouais. 7 ans après, il faisait 11%. Donc s'il continue sa progression comme ça, c'est... Il joue tellement sur des problèmes cruciaux qu'ils arrivent à embobiner les gens, endoctriner des gens, Ah oui, alors c'est qu'ils ne fou. peuvent pas du tout tenir leurs Il y promesses. a beaucoup de gens qui le comparent à Hitler parce que c'est vraiment un rangueur quand il parle aux foules, etc. Ah, il arrive À à les chaque fois qu'il convaincre. passe à la télévision, Il est très, son taux d'audience, enfin son Augmente. taux de vote Très, augmente. très médiatique. Et Très très fort. Il sait parler aux gens, communication. il sait envoûter les gens et Oui, il mais est est-ce vraiment que la très télévision fort. lui donne les Ouais, droits de ouais, parole? Oui, il y a eu un problème. à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il y a une freedom grande of speech bataille. et en plus, il y a Voilà, en France, il y a la liberté d'expression, mais là, il y a une grande bataille pour parce les qu'on gens ne peut pas le laisser qui parler. veulent le laisser parler, ceux qui ne veulent pas le laisser parler. Donc systématiquement, quand il est invité dans une émission, il est avec une pancarte en disant qu'il n'a pas autant d'audience que ce parti, etc. Oui, mais quand il va à la télévision, il peut avoir la partie contre qui adverse Oui, l'adversaire. oui, Il est là, très, très fort. très fréquemment. Mais là, il se fait censurer en ce moment. C'est pas mal censuré. Ah, d'accord, il y a par les plusieurs médias. télévisions qui disent non, on vous veut Ouais. pas. Là, il devait organiser beaucoup de congrès dans certaines mairies. Oui. Et après l'histoire de Carpentras, qui a fait beaucoup de bruit, Ouais. il y a beaucoup de gens qui ont dit non, le Front National ne viendra pas faire de congrès dans notre ville. D'accord, mais ça s'est calmé là. Disons Ouais, que ouais, ça s'est calmé sur Avec ça. Bernard Tapie Ouais. qui relance un peu la machine, je pense que Oui, mais c'est enfin, un problème. je suis sûre qu'il va obtenir beaucoup de support. C'est-à-dire, les Français vont vous Bernard donner. Tapie Bernard Oui, Tapie Je pense. Oui. je Et pense Bernard que- Tapie Si est vous voulez, le quelqu'un de problème, très près. c'est un calcul politique. C'est-à-dire que les autres partis politiques ne s'engagent pas vraiment, Oui. car au moment des élections, ils ont toujours besoin des voix du Front National. Donc Bernard Tapie, qui est apolitique pour le moment, qui est socialiste quand même, mais qui ne fait pas vraiment de la politique parce que c'est un homme d'affaires, c'est le seul qui s'est vraiment engagé contre Jean-Marie Le Pen pour pouvoir le casser. D'accord, bah maintenant mieux. Bon, bah, on va lui souhaiter bonne chance et on va peut-être finir comme ça. Et donc, le problème est aussi dans toute la France. c'est Dans ça, toute la France. c'est- Toute la France est Tout à fait. touchée. Toute la France est touchée. C'est une Mais la France épidémie. s'est révoltée contre. Ouais, et ça fait un mois que ça s'est passé et c'est toujours vivant. Oui, C'est- oui, c'est tout, toujours, tout à fait, parce que maintenant ça prend des proportions. Ouais, alors il y a des gens qui s'organisent contre, et, Tout à fait. etc. Bon, alors merci à vous trois. Je sais que tu as eu le fou rire parce que tu es un peu Un nerveuse. petit peu, oui. Ouais. D'accord, Dominique, merci beaucoup. Merci. Et Vincent et Ingrid, merci beaucoup d'être venus nous avoir exposé ces problèmes. Et j'espère que ça s'améliorera. Merci beaucoup. Au revoir, nos enfants. Merci. Donc, c'était trois invités ici de France qui nous ont donné un peu des nouvelles de France, qui n'ont pas l'air assez bonnes, mais enfin, j'espère que ça ira mieux la prochaine fois. Merci. Ok, nous avons maintenant Michael Verga. Il va nous lire un poème qu'il a écrit lui-même en anglais. Et donc, c'est un poème pour la fête des pères, étant donné que c'est la fête des pères. Et je vais lui demander donc de quoi il s'agit. Michael, welcome to the French American television program again. It's nice that you can make it again. So you wrote something for Father's Day? Yeah, a little Father's Day presentation. Okay, is it specifically for your father or for all fathers? It can be taken as, in particular, it's for my father, but it can be Okay. taken as an overall Father's Day sentiment. Okay, so thank you for coming. Thank you for Thank inviting you. me. Landscaped letter for Father's Day, 1990. Simple, yet sound and solid.
With good faith, you put your roots in Tara and securely soar slowly to that above surface, while you're now many fresh green runners playfully offspringing from your still extending strong arms. Timeless are the creatures who are wise, and you will remain ageless. Faculty, please be seated. First row, please be seated. Second row, be seated. I introduce our headmaster, Alain Bebert, with the opening remarks. Ladies and gentlemen, welcome to the 28th prize giving at French American. C'est un grand plaisir qu'aujourd'hui nous accueillons le Dr. Milton Stern, le doyen de l'UC Extension, qui est parmi nous à plusieurs titres. C'est un francophile connu et reconnu. Figurez-vous qu'il a commencé sa carrière dans l'enseignement en 1936 en France. Pendant toute sa carrière, il a contribué à diffuser la langue et la culture française. En reconnaissance, le gouvernement français lui a décerné le titre de Chevalier des Palmes académiques en 1988, titre qui lui a été remis dans la rotonde à Woods Hole. Il est également membre actif du conseil de gestion du lycée. De par sa formation, Dean Stern apporte une contribution précieuse au débat et aux travaux du conseil. Et finalement, il est ce soir parmi nous également à titre d'écrivain. En effet, il est l'auteur de quelques livres, dont un s'intitule The First Years of College. Given all these close family ties with faith, you can understand why we asked Dr. Stern to be our guest speaker tonight. My introduction is short purposefully because tonight time is extremely precious. Dean Stern accepted my invitation, but he has an unavoidable, important business meeting with Chinese officials, and he will have to leave immediately after his speech. Please give a warm welcome to our guest speaker, Dean Stern. I wish I were able to stay for the reception. I understand there's going to be Dom Perignon, and so I really feel that I can't do better down in Millbrae. But as M. Weber has explained, I don't have much time to spend with you, and I wanted to put it as good use as possible. I won't give a conventional commencement address that you're about to embark on a great journey into the world, things like that. So I want to talk not about your future or the world's future, but about the past. I want to tell you about what it was like to be at a lycée in a small French city more than 50 years ago. As your headmaster has told you, that's where I started my so-called career. This will be history, not futurism. People like me are your key to the past rather more than to the future. In fact, you should ask your grandparents questions. For one thing, it helps the conversation. It may be a bit awkward across the generation gap, it often is. For second, Grandma and Grandpa will be flattered. I know I am. And last, you may be able to discover something useful. Even grandparents can say that. What I say is collect history. I'm going to be a link to the past, and I'll tell you a bit about what a French lycée was like more than 50 years ago for an American,
burn its Hudson River dock about 6 years later, but that's another story. The fare was $70, tourist class. I was still in college, and so you may believe that I was dazzled by the experience. I remember coming into the Gare Saint-Lazare, Gare du Nord, I've forgotten which, in Paris, greeted by porters who scrambled for the baggage that we threw out the windows of the boat train. And I stayed at the Rue de Sorbonne with a friend who was studying with Nathalie Boulanger, the most distinguished piano instructor of the century, probably, who died, as I remember, about 10 years ago. In Paris, I was given my instructions by a polite but obviously dubious bureaucrat at the Office National des Universités, which supervised this cadre of young or not so young English, American, and German language assistants. As a matter of fact, just something like 8 or 9 years before, Henry Miller, an author allegedly of dubious repute, was also an assistant d'anglais at the French Lycée. I took the train south from the Gare d'Orsay, now it's the Musée d'Orsay, and in 1936 it took 12 hours to get to Bayonne. Small city, a confluence of two rivers, the Adour and the Nive, about 11 o'clock in the evening. I had a steamer trunk, that's the way we traveled in those days. But in the dark, deserted square in front of the train station, all I could see somewhat dimly, no taxis, but a carriage. Let's say carriage. It was an open, dilapidated buggy and a more dilapidated horse. I thought I was a bit much, even then, but it was Bayonne in 1936, capital of the Pays Basque Français. We plodded across two bridges, up a hill, past the ramparts of the city, past the Porte d'Espagne. This was the city, remember, in which Louis XIV married a Spanish princess, and the ramparts were still there. It was about 3 kilometers up to the Lycée, which was shut tight. And after the ringing of a very loud bell, the concierge let me in, and at this point called my German colleague for purposes of translation. I didn't yet speak French very well, although I did by the end of the year. My German colleague, I remember him well. He was a gym teacher who lived in Burgsteinfurt in Westphalia. Even in 1936, they had already changed the street names. Who lived in number 3, Adolf Hitler Platz. He pursued me regularly to learn English